Le réveil sonna à 4h30 dans l'appartement modeste du capitaine James Miller à Denver. À 52 ans, Miller avait développé la même routine au cours de ses 25 années de carrière chez Mountain Air Airlines. D'abord le café, puis une douche rapide, suivie d'une révision des conditions météorologiques et des plans de vol. Le 15 mars semblait ne pas différer de milliers d'autres jours de sa carrière de pilote. Miller avait toujours été fier d'être méthodique et observateur. Ses collègues plaisantaient souvent en disant qu'il pouvait repérer un problème avant que les instruments ne puissent l'enregistrer. Il avait volé à travers de violents orages, géré des atterrissages d'urgence et même traité avec des passagers indisciplinés. Mais rien dans sa vaste expérience ne l'avait préparé à ce qui allait se dérouler sur le vol 447. Le trajet jusqu'à l'aéroport international de Denver était paisible dans l'obscurité précédant l'aube. Miller arriva à 6 heures précises, comme il avait fait d'innombrables fois auparavant. Le terminal bourdonnait d'activité avec les voyageurs matinaux, leur voix résonnant dans les couloirs alors qu'ils se dépêchaient d'attraper leur vol. Dans la salle de briefing de l'équipage, Miller rencontra son équipe du jour. Le copilote Sarah Rodriguez, une pilote compétente avec 8 années d'expérience, avait volé avec Miller plusieurs fois auparavant. L'équipage de cabine se composait de Lisa Chen, chef de cabine avec 12 ans d'ancienneté dans la compagnie, et de 2 agents juniors, Mark Thompson et Jennifer Walsh. « Bonjour, capitaine », Rodriguez le salua avec son comportement professionnel habituel. « J'ai examiné le plan de vol. Nous devrions avoir une navigation tranquille vers Chicago. Le temps est parfait, aucun retard prévu. » Miller hocha la tête, parcourant la liste des passagers. Le vol 447 était complet, 156 passagers au total. Le mélange était typique pour un vol du lundi matin. Voyageurs d'affaires, familles revenant de visites de week-end et quelques touristes. Rien ne semblait inhabituel sur la liste des passagers. Alors que les passagers commençaient l'embarquement à 7h15, l'équipage prit ses positions. Lisa Chen se tenait à l'entrée de l'appareil, saluant chaque passager d'un sourire chaleureux et les dirigeant vers leur siège. Le processus d'embarquement était routinier, avec le mélange habituel de voyageurs fréquents qui savaient exactement où aller et de voyageurs nerveux effectuant leur premier vol qui avaient besoin d'assistance supplémentaire. Parmi les passagers se trouvait David Harrison, inscrit au siège 14C. Chen se souvenait d'avoir vérifié sa carte d'embarquement, une procédure standard qu'elle avait effectuée des milliers de fois. Harrison semblait être dans la mi-trentaine, portant un costume d'affaires sombre et transportant un petit bagage à main. Il hocha poliment la tête quand elle le salua, mais n'engagea pas de conversation. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez le passager du 14C » Chen serait plus tard interrogé par les enquêteurs. Sa réponse la hantrait pendant des mois. Il semblait ordinaire. Peut-être trop ordinaire. Comme s'il essayait de ne pas se faire remarquer. Le processus d'embarquement se termina à l'heure prévue à 8 heures. Miller effectua ses dernières vérifications avant vol, tandis que Rodriguez communiquait avec le contrôle du trafic aérien. Tout se déroulait selon le protocole. Le Boeing 737 à 8 cents était en excellentes conditions mécaniques, entièrement ravitaillé, et prêt pour le voyage de 3 heures vers Chicago O'Hare. À 8h15, le vol 447 recula de la porte d'embarquement. La voix de Miller résonna dans l'interphone avec l'annonce de bienvenue standard. « Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à bord du vol 447 de Mountain Air avec service vers Chicago. Nous prévoyons un vol tranquille aujourd'hui avec une heure d'arrivée de 11h30, heure centrale. » Le décollage fut parfaitement exécuté. Alors que l'appareil montait à travers les nuages matinaux au-dessus du Colorado, les passagers s'installèrent pour ce qu'ils s'attendaient à être un vol de routine. Beaucoup ouvrirent leurs ordinateurs portables pour travailler, d'autres somnolèrent, et certains contemplèrent par les hublots le paysage spectaculaire des montagnes rocheuses en contrebas. Pendant les 90 premières minutes du vol, tout se déroula normalement. L'appareil atteignit son altitude de croisière de 35 000 pieds, et les signaux « Attachez vos ceintures » furent éteints. Les agents de bord commencèrent leur service de boisson, se déplaçant méthodiquement dans la cabine avec leur chariot. Il était 10h45 quand Miller remarqua pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Le son commença comme un faible grattement, à peine audible au-dessus du bourdonnement constant des moteurs de l'appareil. Miller l'écarta initialement comme un bruit typique de l'avion. Les avions produisent des centaines de sons différents pendant le vol, et les pilotes expérimentés apprennent à distinguer entre les opérations normales et les problèmes potentiels. Mais ce son était différent. Il avait une qualité délibérée et rythmique qui ne correspondait à aucun bruit mécanique que Miller avait entendu auparavant. Le grattement semblait provenir de quelque part derrière lui, dans la zone de la cabine passager. « Sarah, entends-tu cela ?» demanda Miller à son copilote. Rodriguez inclina la tête, écoutant attentivement. « Entendre quoi,
capitaine. Ce son de grattement. Cela dure depuis environ 5 minutes maintenant. Rodriguez se concentra, essayant d'isoler le bruit que Miller décrivait. Après un moment, son expression changea. En fait, oui. J'entends quelque chose. C'est très faible, mais c'est là. Veux-tu que je vérifie avec l'équipage de cabine? Avant que Miller ne puisse répondre, l'interphone grésilla. C'était la voix de Lisa Chen, mais il y avait une note d'incertitude qui n'était pas là pendant l'embarquement. Capitaine Miller, nous recevons des plaintes de passagers concernant des sons inhabituels provenant des compartiments supérieurs. Plusieurs personnes nous ont demandé d'enquêter. Miller sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Dans toutes ces années de vol, il n'avait jamais vécu une situation où à la fois l'équipage du cockpit et les passagers entendaient des sons inexpliqués simultanément. Quel type de son rapporte-t-il? Demanda Miller. Des grattements, monsieur. Comme si quelque chose essayait de... Eh bien, comme si quelque chose essayait de sortir des compartiments supérieurs. Miller prit une décision qui serait plus tard scrutée par les enquêteurs et les experts en aviation. Au lieu de déclarer immédiatement une urgence ou de demander un atterrissage prioritaire, il choisit d'enquêter sur la situation tout en maintenant les opérations de vol normales. Sarah, prends les commandes. Je vais en arrière pour évaluer personnellement la situation. Rodriguez hocha la tête, assumant le commandement de l'appareil. Commande transférée. J'ai l'avion. Miller détacha son harnais et se dirigea vers la cabine passager. Ce qu'il vit la resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. L'atmosphère dans la cabine avait dramatiquement changé par rapport à la scène paisible du décollage. Les passagers regardaient nerveusement vers les compartiments supérieurs, leur conversation chuchotée et anxieuse. Certains pointaient vers des compartiments spécifiques, affirmant qu'ils pouvaient les voir bouger légèrement. Lisa Chen s'approcha de Miller avec un soulagement évident. « Capitaine, merci d'être venu. Les sons se sont intensifiés au cours des 10 dernières minutes. » Comme sur commande, un grattement distinct résonna dans la cabine. Cette fois, il était assez fort pour que tout le monde l'entende clairement. Le son semblait se déplacer d'un compartiment supérieur à un autre, suivant un chemin délibéré le long de la longueur de l'appareil. « Quelqu'un a-t-il ouvert les compartiments pour vérifier ?» demanda Miller. Mark Thompson, l'un des agents de bord junior, secoua la tête. « Nous avons pensé qu'il valait mieux attendre votre autorisation, monsieur. Mais certains passagers deviennent vraiment nerveux. » Miller regarda autour de la cabine, notant les expressions de peur et de confusion sur les visages des passagers. Un homme d'affaires au rang 12 serrait ses accoudoirs si fort que ses jointures avaient blanchi. Une mère au rang 18 tenait sa jeune fille près d'elle, chuchotant des assurances que tout allait bien se passer. Le son de grattement revint, cette fois accompagné de ce qui ressemblait à des voix étouffées. Plusieurs passagers haltèrent, et une femme âgée commença à prier silencieusement. « D'accord, vérifions les compartiments systématiquement, » décida Miller. « Commencez par l'avant et remontez vers l'arrière. Je veux savoir ce qui cause cela. » Ce qui suivit fut peut-être les 20 minutes les plus surréalistes de l'histoire de l'aviation commerciale. Alors que les agents de bord commençaient à ouvrir les compartiments supérieurs, ils trouvèrent exactement ce qu'ils s'attendaient à trouver. Bagages des passagers, sacs à main, et effets personnels. Rien ne semblait être déplacé ou inhabituel. Mais les sons continuèrent. Chaque fois qu'ils ouvraient un compartiment, le grattement semblait se déplacer vers un endroit différent. C'était comme si ce qui causait le bruit restait délibérément un pas en avant de leur investigation. « C'est impossible, » chuchota Chen à Miller. « Nous vérifions chaque compartiment, mais nous ne trouvons rien. » Miller commençait à ressentir un profond sentiment de malaise qui n'avait rien à voir avec les protocoles de sécurité aérienne. Dans toutes ces années de vol, il avait traité des pannes mécaniques, des urgences météorologiques et des crises médicales. Mais c'était quelque chose d'entièrement en dehors de son expérience ou de sa formation. Un passager au rang 15, un homme d'âge moyen portant des lunettes et une expression nerveuse, appela Miller. « Capitaine, je pense que le son provient juste au-dessus de moi. Il a été le plus fort ici. » Miller leva les yeux vers le compartiment supérieur au-dessus du rang 15. Il était directement au-dessus des sièges 14A, 14B et 14C. Il prit note mentalement de l'emplacement et demanda à Thompson d'ouvrir ce compartiment particulier. Lorsque le compartiment s'ouvrit, rien d'inhabituel n'était visible. Des bagages à main standards remplissaient l'espace, emballés efficacement selon les réglementations aériennes. Mais au moment où le compartiment fut ouvert, les sons de grattement cessèrent complètement. Le silence soudain était encore plus troublant que les bruits mystérieux ne l'avaient été. « Eh bien, cela semble avoir résolu le problème », annonça Miller à la cabine, essayant de projeter une confiance qu'il ne ressentait pas.
Nous nous excusons pour le dérangement, mesdames et messieurs. Parfois, les appareils développent une acoustique inhabituelle due au changement de pression atmosphérique. Nous surveillerons attentivement la situation pour le reste du vol. Plusieurs passagers applaudirent, reconnaissant pour l'explication, même si elle n'avait pas entièrement de sens. Miller retourna au cockpit, mais il ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental venait de mal tourner. Pendant l'heure suivante, le vol continua sans incident. Les sons de grattement mystérieux ne revinrent pas, et les passagers se détendirent graduellement, reprenant leurs activités normales en vol. Miller resta vigilant, mais commença à espérer que ce qui avait causé la perturbation était effectivement résolu. À 11 heures, Miller commença les procédures de descente standard pour Chicago O'Hare. Le temps à Chicago était parfait, ciel dégagé, vent léger et excellente visibilité. Tout indiquait un atterrissage de routine. Approche Chicago, ici Mountain Air 447, descendant à travers le niveau de vol de Sens, demandant autorisation d'approche, Rodriguez radiota au contrôle du trafic aérien. Mountain Air 447, vous êtes autorisé pour l'approche piste 10 litres. Vent 0,80 à 8 nœuds, altimètre 30,15. Alors que l'appareil descendait à travers 10 000 pieds, quelque chose d'étrange se produisit. Les sons de grattement revinrent, mais cette fois ils étaient différents. Au lieu du grattement rythmique qu'ils avaient entendu plus tôt, ces sons étaient plus frénétiques, presque désespérés. Miller sentit son pouce accélérer. « Lisa, entends-tu cela dans la cabine ?» La voix de Shane revint immédiatement sur l'interphone. « Oui, capitaine. Les sons sont de retour, et ils sont beaucoup plus forts qu'avant. Les passagers ont de nouveau peur. » Les sons s'intensifièrent alors qu'ils continuaient leur descente. Au moment où ils atteignirent 5000 pieds, le bruit était si fort qu'il était clairement audible même dans le cockpit. Cela ressemblait à quelque chose qui griffait frénétiquement l'intérieur de l'appareil. « Sarah, je veux que tu déclares un atterrissage prioritaire, » instruisit Miller. « Dis à Chicago que nous avons une situation inhabituelle et demande que les services d'urgence soient en attente. » Mountain Air 447, approche Chicago. Nous avons reçu votre demande de priorité. Les services d'urgence sont en cours de notification. Continuez l'approche piste 10 litres. L'atterrissage fut en douceur malgré le mystère en cours. Alors que l'appareil roulait jusqu'à l'arrêt à la porte, les sons de grattement cessèrent abruptement, exactement comme il avait fait lors de l'enquête précédente. La première priorité de Miller était d'assurer la sécurité des passagers. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en sécurité à Chicago. Veuillez rester assis pendant que nous effectuons une brève inspection de sécurité de l'appareil. Ce qui se passa ensuite deviendrait le sujet d'enquêtes intenses et de spéculations pendant des années. Suivant le protocole standard, les agents de bord commencèrent le processus de débarquement des passagers et effectuèrent un décompte pour s'assurer que tout le monde était pris en compte. C'est pendant cette procédure de routine que Shane fit la découverte qui changerait tout. « Capitaine Miller, nous avons un problème. » La voix de Shane était à peine au-dessus d'un chuchotement quand elle appela sur l'interphone. « Le siège 14C est vide. » Miller sentit une vague froide de terreur le submerger. « Que veux-tu dire par vide ?» Le passager qui était assis là, David Harrison selon la liste, il est parti. Le siège est complètement vide. Miller se précipita vers la cabine. Effectivement, le siège 14C était vacant. Non seulement il n'y avait pas de passagers, mais il n'y avait aucune preuve que quelqu'un ait jamais occupé le siège pendant le vol. Pas de couverture, pas d'oreiller, pas d'objet personnel, pas d'empreinte dans le cousin du siège. Quelqu'un l'a-t-il vu se lever pendant le vol? Miller demanda aux autres passagers à proximité. Les réponses qu'il reçut étaient profondément troublantes. Les passagers des sièges 14A et 14B, un couple marié de Denver, affirmèrent qu'ils ne se souvenaient de personne assis entre eux pendant tout le vol. « Êtes-vous sûr que quelqu'un était supposé être là ?» demanda le mari. « Nous étions surpris d'avoir de l'espace supplémentaire. » Mais Shane se souvenait clairement d'avoir vérifié la carte d'embarquement de Harrison. Sa mémoire de l'interaction était vive et détaillée. Selon la liste, il avait définitivement embarqué dans l'appareil. La sécurité de l'aéroport fut immédiatement contactée, et l'appareil fut scellé comme une scène de crime potentiel. La détective Maria Santos de la division aéroportuaire de la police de Chicago fut appelée pour enquêter sur ce qui était initialement rapporté comme un cas de passager disparu. « Laissez-moi comprendre ceci correctement », dit la détective Santos en examinant la situation. « Vous avez une liste de passagers montrant que David Harrison a embarqué dans le vol. Votre agent de bord se souvient d'avoir vérifié sa carte d'embarquement, mais personne ne se rappelle l'avoir vu pendant le vol, et son siège ne montre aucune preuve d'occupation. » Miller hocha la tête gravement. «
C'est exactement cela. Et il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir à propos de ces sons que nous entendions. La détective Santos écouta attentivement alors que Miller décrivait les bruits de grattement qui avaient perturbé le vol. Son expression devenait de plus en plus préoccupée alors qu'il expliquait comment les sons semblaient se déplacer dans la cabine et comment ils s'intensifiaient pendant la descente. « Je veux examiner le compartiment supérieur au-dessus du siège 14C, déclara Santos. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur défiait toute explication. Les parois intérieures du compartiment supérieur montraient de profondes marques de grattement, des entailles dans le métal qui semblaient fraîches. Les marques étaient trop profondes et trop nombreuses pour avoir été causées par une manipulation normale des bagages. Plus troublants étaient les fragments de tissu accrochés sur certaines des zones rayées. Le tissu était bleu foncé, similaire à ce qu'on pourrait attendre d'un costume d'affaires. Ces rayures, dit Santos, passant son doigt le long des entailles les plus profondes. Elles semblent avoir été faites de l'intérieur du compartiment. Une équipe de police scientifique fut appelée pour traiter la scène. Les fragments de tissu furent collectés pour analyse et des photographies furent prises des marques de grattement. Le compartiment supérieur fut examiné pour les empreintes digitales, mais les résultats furent peu concluants en raison du nombre de personnes qui avaient manipulé les bagages pendant le vol. Peut-être l'aspect le plus troublant du mystère de David Harrison fut révélé quand la sécurité de l'aéroport examina les images d'embarquement du vol 447. La vidéo montrait clairement un homme correspondant à la description de Harrison s'enregistrant à la porte, présentant sa carte d'embarquement et marchant dans la passerelle pour embarquer dans l'appareil. L'horodatage confirmait qu'il avait embarqué à 7h32, bien dans les délais normaux d'embarquement. Mais c'est là que la trace numérique se terminait. Malgré les multiples caméras dans l'aéroport international de Denver, il n'y avait aucune image de David Harrison nulle part après qu'il ait embarqué dans le vol 447. Plus important encore, il n'y avait aucune preuve de lui débarquant à Chicago. C'est sans précédent, expliqua le chef de la sécurité aéroportuaire Robert Kim. Nous avons des caméras couvrant virtuellement chaque centimètre des zones sécurisées. Si quelqu'un monte dans un avion et n'en descend pas, nous le voyons. Mais il n'y a aucun enregistrement de ce passager nul par après qu'il est embarqué. La liste de passagers du système informatique de la compagnie aérienne confirmait que David Harrison avait acheté un billet, s'était enregistré en ligne et avait reçu une carte d'embarquement. Sa carte de crédit avait été débitée pour le vol. Selon tous les dossiers officiels, il avait effectué le voyage. Mais il était introuvable. Une recherche approfondie de l'appareil fut menée par le personnel de sécurité de l'aéroport et de maintenance. Chaque compartiment, zone de stockage et cachette possible fut examiné. Les réservoirs de déchets des toilettes furent même inspectés, malgré l'improbabilité que quelqu'un se cache là. La recherche ne révéla rien. David Harrison avait simplement disparu. Encore plus troublantes étaient les interviews avec les autres passagers. Quand questionnés individuellement, leurs histoires étaient remarquablement cohérentes et constamment étranges. La plupart des passagers n'avaient aucun souvenir de quiconque assis en 14C. Ceux qui pensaient avoir peut-être vu quelqu'un la fournir des descriptions qui variaient énormément. « Je pense qu'il y avait un homme grand avec des cheveux noirs, » dit un passager. « Non, il était plus petit, peut-être chauve, » affirma un autre. « Je me souviens avoir vu quelqu'un, mais je ne peux pas me rappeler de son visage, » rapporta un troisième. C'était comme si leur mémoire avait été délibérément obscurcie. La nouvelle du mystérieux passager du vol 447 se répandit rapidement dans les cercles aéronautiques et finalement dans les médias. Les experts en aviation, enquêteurs, et même chercheurs en paranormal offrirent des théories sur ce qui aurait pu se passer. Dr. Rachel Morrison, professeure de psychologie à l'université Northwestern spécialisée en mémoire et perception, fut consultée par l'équipe d'enquête. « Ce que vous décrivez ressemble à une forme de distorsion collective de la mémoire », expliqua Dr. Morrison. Sous certaines conditions, des groupes de personnes peuvent subir des altérations similaires dans leur rappel des événements. Mais pour que cela arrive à un avion entier plein de gens simultanément, serait extrêmement inhabituel. L'expert en sécurité aéronautique Tom Bradley, ancien enquêteur de la FAA, avait une théorie différente. En 30 ans d'investigation d'incidents d'avion, j'ai vu beaucoup de choses étranges. Mais les preuves physiques ne mentent pas. Ces marques de grattement dans le compartiment supérieur suggèrent que quelque chose de très réel se passait dans cet avion. L'enquête officielle dura 6 semaines. Le rapport final, estampillé non concluant, soulevait plus de questions qu'il n'en résolvait. Le document notait les discordances entre les mémoires des passagers et les dossiers officiels, les marques de grattement inexpliquées dans le compartiment supérieur et l'absence complète de toute trace de David Harrison après qu'il ait embarqué dans l'appareil. Le capitaine Miller fut innocenté de tout acte répréhensible et retourna au service actif,
mais il ne fut jamais le même après le vol 447. Les collègues remarquèrent qu'il était devenu plus réservé, plus vigilant pendant les vols. Il demanda à ne voler que sur des routes de jour et évita entièrement les vols de nuit. Quelque chose s'est passé dans cet avion, confia Miller à sa femme des mois plus tard. Quelque chose qui défie tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Son n'était pas mécanique, et ce passager n'a pas simplement disparu. Mais je ne peux pas expliquer ce qui s'est réellement passé. Lisa Chen fut transférée vers des routes domestiques au Colorado, refusant de voler sur toute route qui l'amenait au-dessus de longues étendues de territoire. Elle rapporta avoir des cauchemars récurrents d'ouvrir des compartiments supérieurs et de les trouver pleins de rayures et de tissus déchirés. Les autres membres d'équipage gérèrent l'expérience à leur propre façon. Le copilote Rodriguez demanda un transfert vers une compagnie aérienne différente, affirmant qu'elle ne pouvait plus se concentrer correctement pendant les vols. Les agents de bord junior quittèrent tous deux l'industrie aéronautique dans les 6 mois suivant l'incident. Le cas de David Harrison reste officiellement ouvert au département de police de Chicago, bien que l'enquête active ait cessé après la première année. Malgré les efforts extensifs pour tracer son identité, les enquêteurs découvrirent que le David Harrison qui embarqua dans le vol 447 semblait n'avoir aucune existence vérifiable au-delà de la transaction aérienne. La carte de crédit utilisée pour acheter le billet était liée à un compte bancaire qui fut fermé le jour après le vol. L'adresse au dossier menait à un terrain vacant à Denver. Le numéro de téléphone était déconnecté. C'était comme si David Harrison avait été créé uniquement dans le but d'embarquer dans le vol 447, seulement pour disparaître une fois que l'avion atteignit sa destination. Au fil des années, de nombreuses théories ont émergé pour expliquer l'incident du vol 447. La théorie du canular. Certains sceptiques suggèrent que tout l'incident était un canular élaboré perpétré par l'équipage pour des raisons inconnues. Cependant, cette théorie échoue à expliquer les preuves physiques, les témoignages des passagers, ou le coût personnel sur les carrières des membres d'équipage. La théorie psychologique. Les experts en santé mentale ont suggéré que la combinaison d'altitude, de pression cabine et de psychologie de groupe aurait pu créer une hallucination de masse. Mais cela n'explique pas les images de sécurité ou les marques de grattement. La théorie criminelle. Les forces de l'ordre soupçonnèrent initialement que David Harrison aurait pu être impliqué dans une sorte d'activité criminelle et avait d'une façon ou d'une autre échappé de l'appareil pendant le vol. Cependant, l'impossibilité de quitter un avion à 35 000 pieds rend cette théorie intenable. La théorie paranormale. Certains chercheurs ont suggéré que le vol 447 a rencontré quelque chose au-delà de la compréhension scientifique actuelle. Ils pointent vers la nature systématique des sons, les altérations de mémoire subies par les passagers, et la disparition complète de David Harrison comme preuve d'activité paranormale. Le vol 447 est devenu une étude de cas en mystère aéronautique et perception humaine. L'incident est référencé dans les matériaux de formation pour les équipages de vol, soulignant l'importance de maintenir des dossiers détaillés et les défis de traiter avec des phénomènes inexpliqués pendant les opérations de vol. Le Boeing 737 à 8 cents, qui servit comme vol 447, continua en service pendant 2 années de plus avant d'être retiré et vendu à une compagnie aérienne de fret. Les membres d'équipage qui volèrent l'appareil après l'incident ne rapportèrent aucune occurrence inhabituelle, bien que beaucoup demandèrent des assignations d'appareils différents quand ils apprirent son histoire. Mountain Air Airlines modifia finalement leur procédure de vérification des passagers, implémentant des vérifications d'identité supplémentaires et exigeant une vérification d'identification photographique à plusieurs points pendant le processus d'embarquement. Ces changements furent implémentés non pas à cause d'une menace de sécurité prouvée, mais à cause des questions troublantes soulevées par le cas David Harrison. Aujourd'hui, plus de 3 ans après le vol 447, le capitaine Miller a pris sa retraite de l'aviation commerciale. Il travaille maintenant comme instructeur de vol dans un petit aéroport à l'extérieur de Denver, enseignant à la prochaine génération de pilotes les systèmes d'aéronefs, les conditions météorologiques et les procédures d'urgence. Mais il ne parle jamais de phénomènes inexpliqués ou de passagers mystérieux. Quand on lui demande directement à propos du vol 447, la réponse de Miller est toujours la même. Certaines choses qui se passent en aviation ne peuvent pas être facilement expliquées par notre compréhension actuelle de la physique ou de la psychologie. Ce que j'ai vécu ce jour-là a défié tout ce que je pensais savoir sur le monde. J'ai appris à accepter que certains mystères pourraient ne jamais être résolus. Le cas de David Harrison et du vol 447 reste officiellement non résolu. Les rayures dans le compartiment supérieur ont été photographiées et documentées, mais jamais expliquées. Les images de sécurité montrant un homme embarquant dans un avion et n'en descendant jamais continuent de mystifier les experts. Et quelque part dans les dossiers du département de police de Chicago, de l'autorité de l'aéroport de Denver et de l'administration fédérale de l'aviation, le cas reste ouvert, un rappel que même dans notre monde moderne, surveillé et documenté, certains mystères persistent.
La vérité sur ce qui s'est passé à bord du vol 447 pourrait ne jamais être connue. Mais pour ceux qui étaient là, les membres d'équipage qui entendirent les sons, les passagers qui vécurent la peur, et les enquêteurs qui trouvèrent les preuves, l'incident sert comme un rappel hanté que la réalité peut être bien plus étrange et plus fragile que nous n'avons jamais imaginé. Le capitaine Miller avait raison sur une chose. Après 25 ans de vol, il n'avait jamais rencontré quelque chose comme les sons qui provenaient de la cabine passager ce matin de mars. Et selon toute vraisemblance, il ne le fera plus jamais. Mais tard dans la nuit, quand le vent siffle autour de sa maison de façon qui lui rappelle les sons d'avion, Miller se retrouve parfois à écouter des bruits de grattement et à se demander à propos de passagers qui embarquent dans des avions mais n'arrivent jamais à leur destination. Le mystère du vol 447 perdure, un témoignage aux limites de la compréhension humaine et au pouvoir durable de l'inexpliqué.